Merci beaucoup. Bon, je suis vraiment très honorée et j'ai beaucoup de plaisir d'être ici. Nous sommes ici en fait pour aussi regarder l'éclipse. Donc, vous aurez une éclipse partielle de soleil du 29 mars 2025 qui va être au maximum à midi environ. Vous aurez 23% de soleil caché par la lune. Alors, la meilleure façon de la voir, c'est d'avoir des lunettes. Il faut surtout pas regarder de face. Et puis, ou alors d'avoir une passoire avec des petits trous, parce que l'ombre portée vous montrera non pas des cercles comme le soleil, mais des petits croissants. Donc ça, vous pouvez le regarder à midi. Donc ce sera intéressant. Ça va commencer à 11h, donc bientôt. Moi, j'aimerais peut-être à l'occasion regarder que nous avons la dernière éclipse totale que j'ai vue, c'est en 2006. On était allé en Égypte. On a fait le voyage pour voir cet événement. Donc c'est vraiment un événement. Vous aurez aussi une éclipse totale le 12 août 2026 qu'on pourra voir en France, et ensuite 2 août 2027. Vous aurez choisi. Et puis à l'occasion, puisqu'on parle d'éclipse, je voudrais parler d'éclipsées, qui étaient les femmes scientifiques qui étaient éclipsées pendant très longtemps. Nous avons eu une réunion à l'Observatoire de Paris sur les femmes éclipsées et aussi qui rejoignait le projet Hypatie. Alors Hypatie, c'est une femme scientifique mathématicienne de l'Antiquité qui avait beaucoup de mérite. Et le projet Hypatie, qui a été initié par la Sorbonne Université, Benjamin Rigaud, est de se dire que sur la Tour Eiffel, vous avez au premier étage 72 hommes scientifiques que Gustave Eiffel avait honorés. Par contre, lorsque les touristes viennent, disent pourquoi il n'y a pas de femmes sur la Tour Eiffel. Donc le projet Hypatie, c'est de mettre au deuxième étage les noms de 40 femmes scientifiques. Donc aujourd'hui, ça prend beaucoup d'ampleur puisque Anne Hidalgo voudrait, avant la fin de son mandat, avoir le projet initié. Donc je pense qu'il y aura bientôt, sur le deuxième étage, vous pourrez voir le nom de 40 femmes scientifiques dont nous sommes en train, dans une commission, de dégager les 40 noms. Enfin, ils sont évidents. Hein. Vous aurez Marie Curie, vous aurez Irène Joliot-Curie, etc. Donc ça, attendez, hein, c'est une annonce, mais ça va bientôt arriver. Et vous aurez le projet Hypatie plus en détail juste après l'éclipse, puisque nous avons le représentant de l'association Hypatie qui vont nous parler de ce projet. D'accord, super. Bon, c'était le moment avec l'éclipse d'en parler. Donc, on m'a demandé aussi de parler de mon parcours. Alors, comment je suis arrivée à faire des sciences quand j'étais jeune adolescente, comme beaucoup là dans cette exposition, je n'avais aucune idée, absolument aucune idée. Mais ce que je pensais, c'est que moi, j'aimais beaucoup apprendre. J'aimais beaucoup apprendre et puis comprendre des choses, et poser des questions et comprendre ce qui se passe. Pour ça me plaisait beaucoup. C'est vraiment la joie de découvrir, la joie d'apprendre. Je pense que ça, c'est essentiel. Donc, ce que j'avais envie de faire, c'est justement apprendre toute ma vie, découvrir toute ma vie. Donc, le métier de chercheur correspond un peu à cette attitude. Et donc, je pensais que faire de la recherche serait un très, très bon métier, mais je savais pas du tout en quoi. En fait, j'aimais bien les maths et la physique. Mais les maths, je ne voyais pas du tout comment on pourrait faire de la recherche en maths, c'est un peu abstrait. Et donc finalement, je me suis tournée vers la physique. Donc à la sortie de l'école normale, en fait, il fallait faire une thèse de 3e cycle. Donc choisir un sujet. C'est là que, alors je n'étais pas astronome depuis le début, hein, je ne savais pas du tout. Donc à la sortie de l'école, je suis allée voir les laboratoires de physique et certains étaient très intéressants, mais je suis tombée sur un à l'Observatoire de Paris. Il y avait Roland Ness et Evry Schatzman qui travaillaient sur une idée de cosmologie différente de la cosmologie standard. Pourquoi? Parce que dans le Big Bang, comme vous savez, il y a beaucoup d'énergie. L'énergie, comme la formule que tout le monde sait, E égale mc2, va créer de la matière, mais il crée à la fois matière et antimatière. Et on se demande encore aujourd'hui pourquoi la matière a un petit accès par rapport à l'antimatière. C'est pour ça que nous sommes là. Il faut 1 milliardième de plus de matière par rapport à l'antimatière, sinon tout se serait annihilé. Donc on avait décidé à l'époque que peut-être il y avait une séparation de la matière d'un côté, vous aurez des galaxies, et puis ensuite des antigalaxies faites d'antimatière. Donc ça, c'est un scénario de science-fiction qui fait que lorsque vous avez une interaction entre deux galaxies, tout va s'annihiler et faire beaucoup de rayons gamma, d'énergie. Donc on a travaillé là-dessus, c'était assez passionnant. Notre contribution là-dessus, c'était de calculer comment on pouvait faire les noyaux des noyaux d'atomes et de molécules que l'on connaît aujourd'hui, mais notamment ceux qui sont formés dans le Big Bang, c'est-à-dire les noyaux légers. L'hélium, vous avez 25% d'hélium et puis du deutérium, lithium, qui sont formés dans les premières minutes de l'univers.
Donc on a travaillé là-dessus et on a montré à la fin que ça ne marchait pas. Donc ça, c'était un premier échec, mais ça veut dire que c'est représentatif de la science. En fait, quand on fait de la science, on cherche dans un sujet, puis la plupart du temps, ça marche pas et on se redirige vers un autre sujet. Donc c'était ce qui était arrivé la première année, mais le fait de faire de la recherche était vraiment ce que j'avais envie de faire, donc c'était très passionnant. Donc je me suis recyclée ensuite vers l'observation. Et à l'époque, il y avait une observation que l'on faisait que aux États-Unis, qui était des télescopes radiomillimétriques. Ces télescopes permettaient de regarder des molécules. Et on s'est aperçu à ce moment-là, dans les années 80, qu'il y avait énormément de molécules dans le milieu interstellaire, ce qu'on n'avait jamais imaginé parce que le milieu interstellaire est presque vide. Il y a une particule par centimètre cube, alors que dans l'air qui nous entoure ici, vous en avez 10 puissance 23 ordres de grandeur de plus. Donc on ne s'y imaginait pas, mais on a découvert énormément de molécules organiques comme le méthanol, l'alcool éthylique, l'acétone, enfin tout ce que vous voulez. Et aujourd'hui, on sait même qu'il y a des acides aminés, des briques de base de la vie qui sont dans le milieu interstellaire. On le retrouve dans les météorites. Vous avez des acides aminés dans le météorite. Et on pense que la Terre et les autres planètes ont pu être contaminées par le milieu interstellaire. Toutes ces molécules organiques, elles ont été formées, elles viennent de l'espace. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de développement astrobiologie pour montrer comment on peut faire venir des molécules, de briques de base de la vie sur Terre à partir du milieu interstellaire. Donc vous voyez qu'il y avait beaucoup de développement. Alors, peu à peu, on s'est dirigé vers des galaxies plutôt lointaines, notamment avec le télescope spatial Hubble, qui a été lancé dans les années 90. Et comme vous le savez, quand on observe très très loin dans l'espace, eh bien, on remonte un peu le temps puisque les galaxies qui nous envoient la lumière met des milliards d'années à nous parvenir. Donc, on voit ces galaxies telles qu'elles étaient à l'époque, donc dans leur enfance. Donc, c'est une façon de faire un peu de l'archéologie et de regarder la paléontologie, si on veut. Et donc, on peut regarder comment l'univers s'est formé et les galaxies sont formées. Et aujourd'hui, on a même lancé le James Webb, qu'on a lancé il y a 2 ou 3 ans maintenant, et on a fait une révolution avec le James Webb. Pourquoi? Parce que il est encore plus grand, il suit le télescope Hubble, mais il est encore plus grand, donc plus sensible, et surtout, il va vers le rouge. C'est-à-dire qu'on voit les galaxies plus lointaines encore, puisqu'elles sont décalées vers le rouge. Donc, on a découvert des tas de choses. Alors, ce que je voulais montrer ici, c'est que on a beau faire énormément de progrès, il y a toujours beaucoup de choses à découvrir. Donc, pour les jeunes aujourd'hui, il y a énormément de choses. On a découvert des galaxies très massives et beaucoup plus massives que prévu. Donc, on est en train de refaire des modèles. Et on a découvert, par exemple, des trous noirs extrêmement massifs, supermassifs, au centre de ces galaxies lointaines, alors qu'on pensait que les trous noirs commençaient à avoir leur masse par fusion jusqu'à obtenir des masses très grandes aujourd'hui. En fait, il n'en est rien. Il y a des masses très grandes déjà dès le début de l'univers près du Big Bang. Donc, tout ça, on voit que dès qu'on lance un télescope nouveau, eh bien, il y a des résultats nouveaux et on a encore beaucoup de travail à faire. Nous avons lancé en 2023 le satellite Euclide. Le satellite Euclide est européen. C'est un petit peu comme le télescope Hubble, mais le télescope Hubble a regardé que des petites régions du ciel, très petites. Le satellite Euclide va regarder tout le ciel. On va pouvoir avoir des milliards de galaxies. Pour donner un ordre de grandeur, aujourd'hui, on connaît des millions de galaxies, mais pas plus. Donc, vous voyez qu'en 5-6 ans, on aura des milliards de galaxies. Donc, qu'est-ce qu'on va obtenir avec ça? Eh bien, on va savoir l'origine de l'univers et surtout cette fameuse matière dont on connaît rien du tout, matière noire. Vous entendrez une conférence ce soir sur les particules et l'astrophysique. On parlera certainement de matière noire, de cette matière invisible qui est faite de particules exotiques dont on ne sait même pas de quoi elles sont faites. Et puis aussi d'énergie noire qui, on l'a appris, doit être peut-être un 5e élément qui correspond à 70% du contenu de l'univers. Donc, vous avez peut-être entendu parler, pour ceux qui s'intéressent à de la science, peut-être que vous avez un relevé récent qui s'appelle DAISY, qui nous montre que peut-être cette énergie noire n'est pas une constante cosmologique, comme on peut le penser, mais un 5e élément, une quintessence. Alors ça, c'est un résultat préliminaire qu'ont obtenu les Américains en 3 ans de relevé. Mais vous voyez qu'ils en sont à 11 millions de galaxies, et lorsque Euclide va arriver avec 11 milliards de galaxies,
on pourra infirmer ou confirmer ce modèle. Donc, par là, vous voyez comme exemple que on est toujours en train de faire énormément de progrès. Il y a beaucoup d'incertitudes et je pense que ça peut encourager des jeunes à prendre le train en marche parce qu'il y a énormément de choses à faire. Donc, je vais en finir peut-être avec l'objet femmes et sciences, hein, puisque c'est l'objet de la science infuse aujourd'hui, c'est aussi encourager les jeunes filles à faire de la science. On a vraiment une sous-représentation des femmes en sciences. Aujourd'hui, dans les sciences maths, physique, chimie, les sciences exactes, nous avons 30%, 35% parfois de sciences. Donc, on a vraiment une sous-représentation. Alors, pourquoi il faut plus de femmes dans les sciences? C'est que non seulement on se prive de beaucoup de talents, mais aussi il y a une diversité. C'est-à-dire que les femmes ne recherchent pas de la même façon, ont d'autres idées. Et donc, quand on veut de l'innovation et progresser, il faut avoir une grande diversité. Pas seulement des mâles blancs avec les cheveux blancs, mais beaucoup de femmes, beaucoup de gens d'univers nouveaux. Et donc, il nous faut absolument plus de sciences pour l'innovation. Je dirais que les femmes sont en sciences depuis peu de temps, puisque jusqu'au début du XXe siècle, elles n'étaient pas permises dans les universités. Donc, vraiment, elles sont venues progressivement. Quand des femmes autrefois faisaient des sciences, comme je sais pas, Émilie du Châtelet, Sophie Germain, eh bien, elles étaient autodidactes. Elles avaient peut-être un mari ou un frère qui avait de la science, mais elles n'étaient pas admises aux universités. Donc, on voit qu'aujourd'hui, on a quand même les moyens. Et puis, au début du XXe siècle, elles ont eu quand même des combats à faire pour obtenir les métiers équivalents à ceux des hommes. Donc là, on a vu qu'il fallait conquérir ces droits. Maintenant, la loi est égale pour tous, mais il y a aussi les mentalités, les stéréotypes et tout ça, les préjugés sont encore très, très prenants et c'est difficile à combattre. On sait que la société nous dit dès le jeune enfant que les filles, les maths, c'est pas vrai pour vous, c'est fait pour les garçons. Peut-être les filles sont meilleures en littéraire, en français, c'est pas vrai du tout. En fait, quand on regarde les scores des petits enfants en CP, les petites filles à 6 ans, elles ont les mêmes scores en maths que les garçons. Donc c'est exactement égal. Le tout, c'est que dès qu'elles arrivent à l'école, il y a des préjugés, des stéréotypes, et à partir de quelques mois, les sondages l'ont montré, tout d'un coup, elles décrochent et elles préfèrent faire du français ou des lettres. Alors évidemment, on a 30% en recherche de sciences exactes en femmes, mais quand on fait la recherche de sciences humaines et sociales, il y a beaucoup plus de femmes, en biologie aussi, en médecine. Donc évidemment, elles se retrouvent de l'autre côté, mais pourquoi on pourrait pas avoir un peu plus d'égalité? Eh bien ça, c'est un combat à mener. Je pense que ça progresse. Alors pour donner un exemple justement dans l'Académie des sciences, jusqu'en 1979, l'Académie était fermée. L'Académie des sciences était fermée aux femmes. On n'avait pas de femmes académiciennes. L'exemple le plus frappant, c'est Marie Curie qui avait voulu entrer à l'Académie et on avait eu un grand débat à l'Institut qui a fini par dire que non, la tradition voulait qu'il n'y ait pas de femmes à l'Académie, il n'y en aura pas de femmes à l'Académie. C'est un petit peu surréaliste, mais c'est comme ça que ça s'est passé. Même la fille de Marie Curie, Irène Joliot-Curie, qui avait aussi des prix Nobel, a réessayé plusieurs années, n'est pas réussi à rentrer à l'Académie. Il a fallu attendre donc 1979 pour avoir la première femme élue, qui était Yvonne Choquet-Bruat, qui a disparu en février de cette année. Donc c'est vraiment quelque chose de contemporain. Donc on voit que ça prend du temps. Et aujourd'hui, à l'Académie, nous avons 18% de femmes, ce qui est déjà un bon progrès. On aimerait en avoir plus. Et on a quand même réussi cette année sur les 18 nouveaux académiciens, il y en a 10 femmes et 8 hommes. Donc on est arrivé pour une fois à renverser, mais on espère que ça va progresser et qu'on ait au moins 30%, c'est-à-dire le même nombre de femmes qu'il y a en sciences. Il faut dire que 30%, c'est au début de carrière. Quand on regarde les postes à haut niveau, on n'a que 11% de femmes, parce qu'en fait, on a des pertes en ligne, si on veut dire, un tuyau percé. On voit que les femmes se découragent un petit peu parce qu'il y a des questions de s'occuper de sa famille, d'avoir le sien aux enfants, etc., qui sont toujours encore inégales. C'est plutôt les femmes qui s'en occupent que les hommes. Donc, il y a encore beaucoup de choses à faire, beaucoup de progrès. Et puis, quand on regarde les prix, par exemple, les prix qui reconnaissent des découvertes, ça progresse, mais on a aujourd'hui 7% de femmes qui ont les prix Nobel. Ça croît légèrement et on espère que bientôt ce sera 30%. Donc tout cela, il faut combattre les préjugés. Et donc j'aimerais dire à toutes les jeunes filles qui voudraient se diriger dans les sciences qu'il faut surtout pas croire que
c'est réservé aux hommes, mais pas du tout. C'est fait pour elles aussi, et que si elles ont un rêve de faire de la science, eh bien qu'elles y aillent, qu'elles foncent, et qu'elles seront tout aussi bien aptes à faire des grandes découvertes que les hommes. Donc voilà 6 sur lesquelles j'aimerais terminer là-dessus. Merci beaucoup.